Dans les projecteurs aveuglants d'Hollywood, certaines légendes brillent éternellement. Jean-Claude Van Damme, le muscle de Bruxelles, incarne cette immortalité cinématographique, du moins, c'est ce que le monde croit voir. Mais quand les caméras s'éteignent, quand les applaudissements se taisent, que reste-t-il de l'homme derrière le mythe? Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers secret de Jean-Claude Van Damme. Un monde où les grands écarts se transforment en chutes vertigineuses, où la gloire cache une descente aux enfers, où l'amour devient obsession destructrice. Car derrière chaque coup de pied spectaculaire se dissimule une âme torturée, prisonnière de ses propres démons. Bienvenue dans les ombres et lumières de Jean-Claude Van Damme. L'histoire d'un titan qui a appris à ses dépens que même les plus grands guerriers peuvent être vaincus par leurs propres batailles intérieures. L'homme aux 5 mariages, quand l'amour devient addiction. La malédiction du premier amour. Jean-Claude Van Damme n'est encore qu'un jeune homme de 20 ans aux rêves démesurés. Quand il épouse Maria Rodriguez, personne ne soupçonne que cette union innocente marquera le début d'une spirale amoureuse qui durera 40 ans. Mais Maria Rodriguez n'était pas une femme ordinaire. Danseuse flamenca passionnée, elle possédait cette intensité émotionnelle qui fascine autant qu'elle consume. Jean-Claude découvre avec elle les premiers feux de la passion et leurs premières brûlures. Leur mariage, censé durer une vie, s'effondre en moins de 2 ans, laissant Van Damme avec une blessure profonde, l'incapacité à vivre sans l'adrénaline de l'amour-passion. Cynthia Derderian, l'amour qui ressuscite. L'histoire de Cynthia Derderian révèle la psychologie complexe de Van Damme. Il l'épouse une première fois, divorce, puis la réépouse comme un homme qui reviendrait sur les lieux de son accident. Cette obsession de réparer l'amour brisé devient sa signature émotionnelle. Cynthia, actrice et mannequin, comprend les tourments de l'ego artistique. Elle voit en Jean-Claude un diamant brut qu'elle peut polir, un talent sauvage qu'elle peut domestiquer. Mais Van Damme résiste à cette transformation. Il préfère l'amour chaotique à l'amour thérapeutique, la passion destructrice à la stabilité constructive. Leurs 2 mariages révèlent une vérité dérangeante. Van Damme ne cherche pas une épouse, mais une drogue émotionnelle toujours plus puissante. Gladys Portug, la déesse de métal. Quand Jean-Claude rencontre Gladys Portug, bodybuildeuse professionnelle, c'est la rencontre de 2 forces de la nature. Gladys n'est pas une femme fragile que l'on protège, elle est une guerrière qui comprend le langage de la sueur, du sang et de l'effort. Leur union donne naissance à Christopher et Bianca Van Damme, mais aussi à une dynamique de pouvoir inédite. Pour la première fois, Jean-Claude affronte une femme qui peut littéralement le tenir tête physiquement. Gladys soulève 150 kilos au développé couché, elle n'a peur de rien ni personne. Cette égalité musculaire crée une passion volcanique, mais aussi des conflits titanesques. Leurs disputes ressemblent à des combats de gladiateurs, leur réconciliation à des fusions nucléaires. En 1992, cette intensité insoutenable les mène à la séparation, la première, mais pas la dernière. Darcy Lapire, l'interlude hollywoodien fatal. L'entrée de Darcy Lapire dans la vie de Van Damme coïncide avec l'apogée de sa gloire hollywoodienne. Mannequin et actrice, Darcy incarne le rêve américain, blonde, sculpturale, ambitieuse. Leur mariage express révèle l'impulsivité maladive de Jean-Claude, quand il aime, il épouse. Mais Darcy cache ses propres démons. Ancienne Miss Missouri, elle a grandi dans l'obsession de la perfection physique et du regard des autres. Cette quête de validation externe entre en résonance toxique avec les insécurités de Van Damme. Leur couple explose publiquement quand éclate l'affaire Kylie Minogue. Kylie Minogue, la liaison qui détruit tout. Sur le tournage de Street Fighter en 1994, Jean-Claude Van Damme rencontre Kylie Minogue. Ce qui commence comme une complicité professionnelle se transforme en liaison passionnelle qui fait les gros titres mondiaux. Kylie, à l'apogée de sa carrière musicale, représente tout ce que Van Damme désire secrètement, la reconnaissance artistique légitime, la classe internationale, l'élégance naturelle. Leur liaison devient pour lui une tentative désespérée d'accéder à un statut social supérieur. Mais cette relation révèle aussi sa naïveté. Van Damme croit pouvoir compartimenter sa vie, Darcy l'épouse officielle, Kylie la muse secrète. Il découvre brutalement que l'amour ne respecte aucune logique, aucune planification. L'explosion médiatique qui suit la révélation de leur liaison détruit son mariage avec Darcy et blesse profondément Kylie, qui se retrouve cataloguée comme briseuse de ménage. Cette cicatrice invisible marquera leur relation future. Le retour éternel vers Gladys. Quand Van Damme revient vers Gladys Portug, c'est l'aveu d'une vérité fondamentale. On ne peut aimer profondément qu'une seule femme dans sa vie. Gladys représente son égale,
la seule à comprendre sa nature profonde de guerrier. Leur réunion se fait dans la douleur et la lucidité. Gladys a appris à connaître les faiblesses de Jean-Claude, ses addictions, ses peurs d'enfant. Elle accepte de le reprendre, mais à ses conditions. Transparence totale, fidélité absolue, thérapie de couple obligatoire. Cette fois, leur amour survit. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Gladys devient la mère de ses enfants, sa partenaire d'entraînement, sa confidente, son ancrage dans la réalité. Même leur demande de divorce en 2015, finalement retirée, témoigne d'une relation mature. Ils savent désormais se disputer sans se détruire, se séparer sans se haïr, se retrouver sans se mentir. Nicolas Van Warenberg, le fils maudit. L'héritage empoisonné. Septembre 2017. Dans un appartement estudiantin de Tempe, Arizona, un jeune homme de 21 ans bascule dans la folie. Nicolas Van Warenberg, fils de Jean-Claude Van Damme, retient son colocataire en otage pendant 2 heures avec un couteau de cuisine. Cette scène surréaliste révèle l'envers du décor familial Van Damme. Nicolas, élevé dans l'ombre d'un père légendaire, porte un fardeau que peu peuvent comprendre, être le fils d'un mythe vivant. Dès l'enfance, Nicolas subit la pression d'un héritage écrasant. Dans les écoles, on attend de lui qu'il maîtrise les arts martiaux comme son père. Dans la rue, on le regarde comme une curiosité. À la maison, il vit avec un homme que le monde entier vénère, mais qui reste humainement inaccessible. La spirale de l'autodestruction. L'incident de l'ascenseur révèle la progression inquiétante de la détresse de Nicolas. Les caméras de surveillance montrent un jeune homme frappant violemment les murs métalliques, se blessant les poings jusqu'au sang. Cette automutilation n'est pas un accident, c'est un appel au secours désespéré. Quand la police suit la trace sanglante jusqu'à son appartement du 10e étage, il découvre une scène digne d'un thriller psychologique. Nicolas, armé d'un couteau, maintient son colocataire terrorisé pendant 2 heures. Pas pour de l'argent, pas par vengeance, simplement parce qu'il ne supporte plus d'être invisible. Cette prise d'otage révèle la psychologie torturée de Nicolas, il préfère être un monstre qu'un fantôme. Mieux vaut faire peur que d'être ignoré. Dans sa logique déformée par la souffrance, même la violence devient un moyen de communication. Les conséquences d'un nom trop lourd. L'arrestation de Nicolas fait les gros titres mondiaux. Soudain, le fils caché de Van Damme devient plus célèbre que jamais, pour les pires raisons. Cette notoriété toxique confirme ses pires craintes, il ne sera jamais reconnu pour ses qualités, seulement pour ses scandales. La caution de 10 000 $, payée par Jean-Claude, symbolise leur relation dysfonctionnelle, l'argent comme seul langage commun entre un père absent et un fils en détresse. Gladys Portug, mère biologique de Nicolas, reste étrangement silencieuse, révélant les failles d'une famille recomposée. Le plaidoyer de culpabilité pour conduite désordonnée et la sentence de 18 mois de probation marquent la fin légale de l'affaire. Mais psychologiquement, Nicolas reste prisonnier de son nom, de son héritage, de cette identité qu'il n'a pas choisie. La malédiction Van Damme. L'histoire de Nicolas révèle une vérité dérangeante sur les dynasties hollywoodiennes, la gloire des parents devient souvent le poison des enfants. Michael Douglas Jr. Charlie Sheen, Drew Barrymore, Hollywood regorge d'héritiers brisés par des héritages trop lourds. Nicolas Van Warenberg illustre parfaitement ce phénomène. Élevé dans le luxe mais privé d'authenticité, admiré pour son nom mais jamais pour lui-même, il développe cette pathologie spécifique aux enfants de stars, la recherche désespérée d'une identité propre. Son geste tragique de 2017 n'est pas un accident de parcours, c'est l'aboutissement logique d'une enfance sous projecteur, d'une adolescence sous surveillance, d'une vie entière définie par les exploits d'un autre. Bianca Van Damme, la fille qui refuse l'héritage. La guerrière malgré elle. À 7 ans, Bianca Van Damme rêve de tutu et de patins à glace. Sa mère Gladys Portug en décide autrement, sa fille sera une guerrière. Cette décision, apparemment anodine, forge le destin d'une petite fille qui n'a jamais demandé à porter le poids d'un nom légendaire. Gladys, bodybuildeuse professionnelle, comprend l'importance de la force physique pour une femme dans un monde d'hommes. Elle inscrit Bianca aux cours d'arts martiaux comme d'autres parents inscrivent leurs enfants au piano. Mais Bianca résiste, pleure, supplie, elle veut danser, pas se battre. Une blessure au genou change tout. Impossible de patiner, difficile de danser. Les arts martiaux deviennent par défaut sa seule passion physique possible. Ce détour du destin transforme une fillette rebelle en machine de guerre redoutable. L'identité volée et reconquise. Bianca grandit avec un dilemme existentiel, être Van Damme ou ne pas être. Ses premières années de carrière,
elle choisit Van Varenberg, le nom de famille moins célèbre, moins lourd. Cette décision révèle sa quête d'authenticité, réussir par ses propres mérites, pas grâce à la notoriété paternelle. Mais Hollywood ne pardonne pas l'anonymat. Sous le nom Van Varenberg, Bianca reste invisible. Les producteurs ne voient en elle qu'une actrice parmi tant d'autres. Les spectateurs ignorent ses talents réels. Cette invisibilité devient plus douloureuse que la célébrité imposée. Le retour au nom Van Damme marque sa maturité artistique. Bianca accepte finalement son héritage, mais à ses conditions. Elle sera une Van Damme différente, féminine sans être fragile, puissante sans être brutale. La philosophie de la guerrière moderne. Je veux montrer aux petites filles et aux petits garçons que vous pouvez être physique et féminine, que vous pouvez croiser vos jambes à la table du dîner et ensuite botter des fesses d'une manière agréable et féminine. Cette phrase de Bianca révèle sa révolution personnelle, réconcilier force et grâce, puissance et élégance. Elle refuse les catégories imposées par la société, soit fragile et féminine, soit forte et masculine. Bianca invente une troisième voie, la féminité guerrière. Ses collaborations avec Jean-Claude Van Damme dans cet film témoignent d'une réconciliation père-fille par l'art. Sur les plateaux, ils ne sont plus le père absent et la fille en quête de reconnaissance, mais deux artistes martiaux complices. Cette complicité professionnelle guérit partiellement leurs blessures personnelles. Jean-Claude découvre enfin sa fille comme une égale, Bianca trouve enfin en son père un partenaire respectueux de ses talents. La malédiction de la sous-estimation. Malgré 20 ans d'entraînement acharné, Bianca affronte constamment le scepticisme de l'industrie. Elle n'est là que grâce à son nom, murmurent les producteurs. Elle joue les filles de son père par facilité, ricanent les critiques. Cette sous-estimation permanente devient sa force motrice. Chaque doute exprimé, chaque moquerie murmurée, chaque regard condescendant alimente sa détermination. Bianca transforme le poison de la suspicion en élixir de performance. Son style de combat unique, mélange de technique paternelle et de grâce féminine, surprend même les experts. Elle possède la vitesse de Jean-Claude, mais aussi une fluidité qui lui est propre. Cette synthèse artistique prouve qu'elle n'est pas une copie, mais une évolution. L'incident australien, quand la star explose en direct. L'interview qui tourne au cauchemar. Dans les studios de l'émission matinale Sunrise en Australie, Jean-Claude Van Damme s'apprête à vivre l'un des moments les plus humiliants de sa carrière. Connecté depuis Bangkok via liaison satellite, il croit participer à une interview promotionnelle classique. Il découvre un piège médiatique parfaitement orchestré. Les journalistes australiens ont préparé leur embuscade. Ressortir l'affaire Kylie Minogue, vieille de 15 ans, pour générer du buzz facile. Ils ignorent délibérément les projets actuels de Van Damme, ses évolutions personnelles, sa sobriété durement acquise. Seul compte le sensationnalisme. La frustration d'une légende fatiguée. Oui, j'aime Kylie, j'aime tout le monde. Cette réponse de Van Damme, en apparence désinvolte, cache une lassitude profonde. Depuis 25 ans, chaque interview ramène les mêmes questions. Kylie Minogue, les grands écarts, les films d'action. Comme si sa vie se résumait à ces clichés éternels. À 55 ans, Van Damme aspire à autre chose. Il veut parler de philosophie, de spiritualité, de ses combats contre l'addiction. Il rêve d'interviews profondes, de conversations authentiques. Au lieu de cela, on lui sert la même soupe médiatique réchauffée. Sa déclaration « J'ai 55 ans » résonne comme un cri du cœur. Il rappelle son âge non par vanité, mais pour signifier sa fatigue d'être traité comme un jeune premier irresponsable. L'homme a vieilli, mûri, évolué. Mais les médias le maintiennent prisonnier de son passé. L'explosion libératrice. Quand Van Damme arrache son micro et coupe la liaison, il commet un geste révolutionnaire dans l'univers aseptisé des relations publiques. Aucun attaché de presse ne l'a conseillé, aucun agent ne l'a autorisé. C'est l'expression brute de sa frustration accumulée. Les jurons qu'il lâche en partant, dirigés contre la situation, l'Australie, cette mascarade médiatique, révèle l'homme derrière la façade. Fini les réponses policées, les sourires forcés, la complaisance commerciale. Van Damme redevient humain, avec ses colères et ses excès. Cette explosion fait le tour du monde, générant plus de buzz que toutes ses interviews précédentes. Paradoxalement, en refusant de jouer le jeu médiatique, Van Damme reconquiert une forme d'authenticité que Hollywood lui avait volée. Les conséquences d'un moment de vérité. L'incident australien marque un tournant dans la perception publique de Van Damme. Soudain, les fans découvrent un homme fatigué des artifices, désireux de vérité.
Cette humanité retrouvée touche plus que tous ses films récents. Mais professionnellement, les dégâts sont considérables. Les producteurs craignent les dérapages de Van Damme, les journalistes hésitent à l'interviewer. Sa spontanéité, jadis charme, devient risque commercial. Cette mise à l'écart partiel pousse Van Damme vers des projets plus personnels, moins mainstream. L'homme qui explosait en direct devient paradoxalement plus créatif, plus authentique dans ses choix artistiques. L'affaire Ultratune, la publicité de trop. Le scénario qui divise l'Australie. La compagnie australienne Ultratune dévoile une publicité qui va traumatiser le pays entier. 2 femmes en tenue légère, seules la nuit avec une panne de voiture, menacées par une bande de voyous armés. Le scénario classique du film d'horreur, jusqu'à l'apparition salvatrice de Jean-Claude Van Damme. Les créatifs d'Ultratune croient réinventer le héros salvateur. Ils créent en réalité une catastrophe sociologique. En 2017, l'ère #MeToo bat son plein. Les questions de consentement, de représentation féminine, de violence genrée occupent le débat public. Diffuser cette publicité équivaut à jeter de l'huile sur le feu. La réaction d'une société en mutation. L'avalanche de plaintes qui s'abat sur le bureau des normes publicitaires australiens dépasse tous les records. Les téléspectatrices dénoncent une représentation moyenâgeuse des femmes, toujours victimes, toujours dépendantes d'un sauveur masculin. Les associations féministes organisent un boycott massif d'Ultratune. Les réseaux sociaux explosent de commentaires indignés. L'Australie, pays pourtant habitué aux publicités provocantes, découvre ses nouvelles limites éthiques. Van Damme, initialement fier de son caméo héroïque, assiste impuissant à la controverse. Sa participation, conçue comme un hommage nostalgique aux années 80, devient le symbole du machisme dépassé. Les leçons d'un échec retentissant. L'affaire Ultratune révèle le décalage temporel de Van Damme. L'homme qui incarnait la masculinité triomphante des années 90 ne comprend plus les codes sociaux contemporains. Sa vision du héros salvateur heurte une génération qui prône l'autonomie féminine. Cette polémique force Van Damme à s'interroger sur son image publique. Peut-il continuer à incarner des rôles d'action traditionnels dans un monde qui redéfinit la masculinité? Comment concilier sa persona de guerrier avec les attentes d'égalité moderne? Ces questions existentielles préparent sa prochaine mutation artistique, l'autodérision assumée de Jean-Claude Van Johnson. Jean-Claude Van Johnson, la renaissance par l'autodérision. Amazon et le pari de la métafiction. Les dirigeants d'Amazon Prime prennent un risque colossal. Confier une série à Jean-Claude Van Damme, acteur réputé difficile, imprévisible, dépassé. Mais leur intuition se révèle géniale. Et si Van Damme se moquait de Van Damme? Le concept de Jean-Claude Van Johnson brise tous les codes. Van Damme joue sa propre caricature, une star déchue qui découvre sa seconde carrière d'espion. Cette mise en abîme permet à l'acteur de revisiter son mythe avec distance et humour. Pour la première fois depuis des années, Van Damme s'amuse devant les caméras. Il exagère ses tics, parodie ses expressions, transforme ses faiblesses en force comique. Cette liberté créative le régénère artistiquement. Le triomphe de l'humilité. Le succès critique et public de Jean-Claude Van Johnson surprend tout Hollywood. Les spectateurs, attendris par cette autocritique assumée, redécouvrent Van Damme sous un jour nouveau. L'homme qui accepte de rire de lui-même reconquiert leur sympathie. Amazon, encouragé par ses retours positifs, commande une saison complète. Pour Van Damme, c'est la consécration d'une stratégie risquée, sacrifier son ego sur l'autel de la créativité. Cette renaissance tardive prouve qu'Hollywood pardonne tout, sauf l'absence d'humour. Van Damme, longtemps prisonnier de son sérieux martial, découvre les vertus libératrices de l'autodérision. L'arrêt brutal d'un rêve. Décembre 2017. Quelques semaines seulement après ses débuts triomphaux, Jean-Claude Van Johnson est brutalement annulé par Amazon Prime. Cette décision incompréhensible sidère les fans et dévaste Van Damme. Les raisons officielles restent floues. Coût de production, réorganisation stratégique, changement de direction artistique. Les vraies raisons sont probablement plus sombres. Politique interne, conflit d'ego, calcul financier à court terme. Pour Van Damme, cette annulation représente plus qu'un échec professionnel, c'est la mort de son rêve de renaissance. L'homme qui croyait enfin avoir trouvé sa voie artistique se retrouve à nouveau dans l'impasse. Cette déception explique en partie sa rechute dans les addictions qui va suivre. La descente aux enfers, cocaïne et bipolarité. L'addition qui tue. 10 grammes par jour. $10 000 par semaine.
Ces chiffres vertigineux révèlent l'ampleur de l'addiction de Van Damme à la cocaïne dans les années 90. Plus qu'une dépendance, c'est une autodestruction méthodique, financée par les millions gagnés au cinéma. Cette consommation industrielle de drogue transforme Van Damme en zombie fonctionnel. Il continue à tourner, mais ses performances deviennent mécaniques. Il enchaîne les interviews, mais ses réponses perdent en cohérence. Il maintient les apparences, mais sa personnalité se désintègre. L'entourage de Van Damme assiste, impuissant, à cette lente agonie. Gladys Portug divorce temporairement, incapable de supporter cette version toxicomane de l'homme qu'elle aime. Ses agents tentent d'espacer ses engagements. Ses amis organisent des interventions désespérées. Le diagnostic qui explique tout. La révélation tardive du trouble bipolaire de Van Damme éclaire rétrospectivement toute sa trajectoire chaotique. Ses excès amoureux, ses colères explosives, ses périodes de créativité intense suivies de dépression profonde, tout s'explique par cette pathologie non diagnostiquée. Pendant des années, Van Damme s'automédicamente avec la cocaïne pour réguler ses sautes d'humeur extrêmes. Dans sa logique malade, la drogue devient thérapeutique, elle stabilise artificiellement son cerveau déréglé. Cette découverte tardive révèle aussi les lacunes du système médical hollywoodien. Les stars toxicomanes sont soignées pour leur addiction, rarement pour les troubles psychiatriques sous-jacents. Cette approche superficielle condamne beaucoup d'entre elles à la rechute. Les pensées suicidaires. Au plus fort de sa dépression, Van Damme envisage sérieusement le suicide. Non par désespoir romantique, mais par épuisement existentiel. L'homme qui incarnait la force invincible découvre sa fragilité mortelle. Ses idées noires le poursuivent pendant des mois. Seul l'entraînement physique lui offre un répit temporaire. Dans la douleur musculaire, il trouve un substitut à la douleur psychique. Ses séances deviennent thérapeutiques, ses exercices rituels de survie. Cette période sombre forge paradoxalement sa résilience future. Van Damme qui a touché le fond sait désormais qu'on peut en remonter. Cette expérience limite devient sa force dans les épreuves suivantes. La guérison par l'amour. Le retour vers Gladys Portug en 1999 marque le début de sa guérison. Pas par magie romantique, mais par construction patiente d'une relation saine. Gladys pose ses conditions, sobriété totale, thérapie individuelle, thérapie de couple, transparence absolue. Van Damme accepte ces exigences draconiennes car il réalise enfin une vérité simple, on ne guérit pas seul. Sa force physique légendaire ne peut rien contre les démons psychiques. Il lui faut l'amour d'une femme exceptionnelle pour retrouver l'équilibre. Cette reconstruction prend des années. Rechute, réconciliation, dispute, pardon, le couple traverse tous les stades de la guérison. Mais leur persévérance commune finit par triompher de la maladie. L'affaire Frank Dux, quand la réalité rattrape la fiction. Le mentor qui devient ennemi. Frank Dux, l'homme qui a inspiré Bloodsport, le film qui a lancé Van Damme, se transforme en 1997 en son pire cauchemar judiciaire. Cette métamorphose du mentor en adversaire révèle les zones d'ombre d'Hollywood, où reconnaissance artistique et profit financier s'entremêlent dangereusement. Dux réclame 50 000 $, puis 1,5 million, une escalation qui révèle moins la cupidité que la frustration d'un homme qui se sent spolié. Car Dux ne demande pas seulement de l'argent, il exige la reconnaissance de sa contribution créative à l'univers Van Damme. Les révélations embarrassantes. Durant le procès, Frank Dux balance ses secrets les plus humiliants sur Van Damme. L'acteur qui impressionne par ses acrobaties à l'écran serait incapable d'exécuter une simple roulade sans se blesser. Le champion de kickboxing n'aurait jamais disputé le moindre combat professionnel. Le maître d'arts martiaux aurait appris ses techniques dans les films de Bruce Lee. Ces révélations, vraies ou fausses, atteignent Van Damme au cœur de son identité professionnelle. Si ses compétences martiales sont factices, sur quoi repose sa légitimité d'acteur d'action? Comment maintenir son mythe face à ces accusations dévastatrices? La victoire juridique qui cache une défaite personnelle. Le jury donne finalement raison à Van Damme, le libérant de toute obligation financière envers Dux. Victoire légale éclatante, mais victoire psychologique amère. Car les révélations du procès ont fissuré irrémédiablement l'image du guerrier invincible. Désormais, chaque interview ramènera les accusations de Dux. Chaque scène de combat sera scrutée avec suspicion. Van Damme gagne son procès mais perd une partie de sa crédibilité, dommage collatéral irréparable dans l'univers impitoyable du spectacle. Cette affaire explique en partie sa fuite vers l'autodérision des années 2010.
Puisqu'on doute de son sérieux martial, autant assumer complètement le second degré. La filmographie de la honte, 14 films pour survivre. La période DVD, quand la gloire devient marchandise. 1999 à 2008, 14 films directement sortis en DVD. 14 tentatives désespérées de maintenir une carrière en chute libre. Cette décennie maudite transforme Van Damme en ouvrier du cinéma d'action, produisant à la chaîne des œuvres sans âme pour des distributeurs sans scrupules. Jean-Claude Van Désespéré, ce surnom cruel mais mérité résume cette période honteuse. L'homme qui côtoyait Stallone et Schwarzenegger se retrouve à tourner des films de série Z dans des décors miteux, avec des budgets dérisoires et des scénarios bâclés. Cette déchéance professionnelle coïncide parfaitement avec ses addictions personnelles. Van Damme tourne sous cocaïne, oublie ses répliques, arrive en retard sur les plateaux. Les producteurs ferment les yeux tant qu'il reste bancable dans certains marchés internationaux. Les titres de l'humiliation. Desert Hit, Légionnaire, Repliquant, Maximum Risque, ces titres résonnent comme autant d'épitaphes d'une carrière assassinée. Chaque film enfonce un peu plus Van Damme dans l'anonymat du cinéma commercial de bas étage. Les critiques ne prennent même plus la peine de démolir ses performances. L'indifférence remplace la méchanceté, humiliation suprême pour un acteur qui préférait être détesté qu'ignoré. Van Damme découvre qu'il existe pire que l'échec, l'insignifiance. Ces années perdues le hantent encore aujourd'hui. Chaque mention de cette période le fait grimacer. L'homme qui voulait égaler Bruce Lee finit par incarner son antithèse, l'artiste martial qui a vendu son âme pour quelques dollars. La leçon de l'humilité forcée. Paradoxalement, cette traversée du désert forge le caractère de Van Damme. L'homme qui croyait tout mériter apprend la valeur de chaque opportunité. Celui qui méprisait les petits budgets découvre la créativité née de la contrainte. Cette période d'humiliation prépare sa renaissance artistique des années 2010. Van Damme, qui a touché le fond professionnel, sait désormais apprécier les moindres signes de respect. Cette gratitude retrouvée transforme sa relation au métier d'acteur. L'homme nouveau, la rédemption par l'authenticité. La sobriété comme renaissance. Van Damme arrête la cocaïne du jour au lendemain. Pas de cure progressive, pas de substitution médicale, la méthode brutale qui correspond à sa personnalité extrême. Cette sobriété soudaine marque le début de sa renaissance personnelle et artistique. L'homme qui découvre la vie sans drogue redécouvre aussi sa propre personnalité. Ses émotions, longtemps anesthésiées par les produits chimiques, remontent à la surface avec une intensité bouleversante. Van Damme apprend à vivre avec ses vraies sensations, ses peurs authentiques, ses joies non artificielles. Cette sobriété coïncide avec son retour définitif vers Gladys. Leur couple, reconstruit sur des bases saines, devient l'ancrage nécessaire à sa stabilité psychologique. Gladys ne sauve pas Van Damme, elle l'accompagne dans son autosauvetage. La réconciliation familiale. La guérison de Van Damme passe aussi par la reconstruction de ses relations familiales. Avec Bianca, il apprend à être un père présent, non plus seulement une légende lointaine. Leurs collaborations cinématographiques deviennent des thérapies familiales déguisées. Avec Nicolas, la relation reste plus difficile. Le jeune homme porte trop de cicatrices, accumule trop de rancœur. Mais Van Damme persévère, conscient que la patience constitue son dernier devoir paternel. Ces réconciliations partielles enseignent à Van Damme l'humilité relationnelle. L'homme qui voulait être aimé de tous apprend à mériter l'amour de quelques-uns. La sagesse du guerrier vieillissant. À 63 ans, Jean-Claude Van Damme incarne une forme inédite de masculinité, celle du guerrier qui a déposé les armes sans perdre sa force. Ses interviews récentes révèlent un homme apaisé, capable d'autodérision, conscient de ses erreurs passées. Cette sagesse tardive ne gomme pas ses cicatrices, elle les transforme en source de compréhension. Van Damme, qui a touché tous les fonds, peut désormais conseiller ceux qui chutent. Sa douleur devient utile, son expérience précieuse. L'héritage complexe d'une légende imparfaite. L'icône qui survit à ses erreurs. Jean-Claude Van Damme reste, malgré tout, une légende du cinéma d'action. Ses films cultes continuent d'inspirer de nouvelles générations d'acteurs et de réalisateurs. Bloodsport, Kickboxer, Time Cop, ces titres résistent au temps et aux polémiques. Cette permanence de son influence prouve qu'en art, le talent peut transcender les faiblesses humaines. Van Damme imparfait touche plus que Van Damme parfait. Ses erreurs le rendent humain, donc attachant. Les leçons d'une vie extrême. Le parcours de Van Damme enseigne des vérités universelles sur la célébrité, l'addiction, l'amour, la famille.
Ses excès révèlent les dangers de la gloire précoce. Ses chutes illustrent la fragilité des icônes. Sa rédemption prouve que la seconde chance existe toujours. Cette trajectoire chaotique mais finalement ascendante inspire tous ceux qui luttent contre leurs démons. Van Damme devient malgré lui un symbole de résilience, un exemple de renaissance possible. L'homme derrière le mythe. Au-delà de ses grands écarts légendaires et de ses répliques cultes, Jean-Claude Van Damme incarne une vérité dérangeante. Nos héros sont humains. Cette humanité, longtemps cachée derrière l'image du guerrier invincible, constitue finalement sa plus grande force. Car dans ce monde de perfection artificielle, l'imperfection authentique devient révolutionnaire. Van Damme qui assume ses failles touche plus que tous les super-héros immaculés du cinéma contemporain. Épilogue, quand l'ombre révèle la lumière. L'histoire de Jean-Claude Van Damme se termine-t-elle par un happy ending hollywoodien? Non. Elle continue, imparfaite et authentique, à l'image de l'homme qu'il incarne. Car Van Damme a compris l'ultime leçon de sa vie tourmentée. On ne vainc jamais définitivement ses démons, on apprend simplement à vivre avec eux. Cette coexistence fragile mais durable constitue sa vraie victoire. Dans Les Ombres et Lumières, nous avons exploré les zones d'ombre de cette légende vivante. Non pour la détruire, mais pour la comprendre. Car connaître la vérité sur nos idoles, même dérangeantes, vaut mieux que de vivre dans l'illusion. Jean-Claude Van Damme n'est pas le héros parfait de ses films. Il est quelque chose de plus précieux, un homme imparfait qui refuse d'abandonner, un guerrier blessé qui continue de se battre, une légende humaine dans un monde d'images. Et peut-être est-ce exactement cela, le vrai héroïsme, non pas l'absence de peur, mais le courage de continuer malgré elle. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous de cette face cachée de Jean-Claude Van Damme? Ces erreurs changent-elles votre regard sur sa légende? La vérité sur nos idoles les rend-elle plus ou moins admirables? Abonnez-vous à Ombre et Lumière pour découvrir chaque semaine les secrets les mieux gardés de vos stars préférées. Car derrière chaque mythe se cache un être humain, et derrière chaque être humain se cache une histoire qui mérite d'être racontée. À bientôt dans l'ombre, là où se révèlent les vraies lumières.